Vendée Globe, le retour des skippers avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. Armelle Tripon, 11e du 9e Vendée Globe, formidable, le sourire aux lèvres en permanence, tu nous as fait rêver. Comment tu vas? Ça marche là? Ouais. Et je vais bien, je vais très bien, très content d'arriver, voilà, de vivre cette arrivée aussi avec autant de monde, c'est une belle surprise. Ouais. Ça a été un dernier tronçon de parcours assez spécial. Juste raconte-nous un petit peu comment tu as vécu ça, le fait de devoir ralentir, laisser passer la dépression, finalement repartir. On t'attendait un peu plus tard en vacation, tu m'avais dit je pense que j'arriverai plutôt mardi. Finalement, tu as trouvé une fenêtre pour pouvoir te glisser entre deux dep. C'était c'était pas très agréable comme attente en fait. Et donc dès qu'il y a eu, j'ai vu qu'il y a eu un petit trou de souris avec un peu moins de vent, un peu moins de mer. Voilà, c'était musclé, mais ça passait et voilà. Et je me suis engagé. Donc ça a été ce que je disais tout à l'heure, c'était la plus grosse tempête, enfin le plus gros coup de vent que j'ai pris sur tout le tour, quoi. Et bon, en même temps, on est l'hiver chez nous et quand on va dans le sud, c'est plutôt l'été austral. Donc, voilà, il faut faire le tour du monde pour finalement se rendre compte qu'il y a des gros coups de chien ici. Mais ouais, donc ça a été une arrivée un peu, enfin, une fin de course particulière, hein, avec cette attente, effectivement. Et voilà. Et plus grand chose à manger non plus, ce que tu disais? Ouais, plus grand chose non plus. Alors, on va faire tourner le micro pour les journalistes. Attendez bien d'avoir le micro pour poser votre question. Jacques Guyader. Salut Armelle. Salut Jacques. Il y avait à bord avec moi, il y avait Bruno Ménard, que tu connais bien. Il me disait, je crois que c'est le tourmentin qui a le plus navigué de l'histoire du Vendée Globe. Tu nous confirmes que tu as fait un bon bout de ton tour du monde avec le tourmentin devant? Je crois que j'ai fait le tour du monde en string, on peut le dire. Et je suis le seul, ouais. Non, mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai eu ce problème de hook sur le J3, donc c'est-à-dire 2 jours après le départ, j'ai gréé ce tourmentin et en fait il est resté à poste tout le temps. Je pouvais pas faire autrement. Donc voilà, c'était ma petite voile en permanence et puis mais j'ai aussi navigué avec pas mal de fois quand finalement il y avait du vent assez fort, 25-30 nœuds, et le bateau marchait assez bien. Et voilà, donc c'était aussi c'était une voile utile, quoi. C'est pour ça que tu lui as rendu hommage en rentrant dans le chenal avec? Non, mais je pouvais pas la rouler surtout, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle était à poste tout le temps en permanence, quoi. Il n'y avait pas de système, j'avais pas d'enrouleur. Donc voilà. Je profite. Ouais. Résume-nous ton tour du monde en 2-3 mots de ce que tu as ressenti, comment tu l'as vécu, parce que tu étais parti avec une préparation mentale par laquelle tu voulais positiver, par laquelle tu voulais vivre au moment présent ton tour du monde. Il ne s'est probablement pas déroulé comme peut-être tu aurais pu imaginer, mais comment finalement tu l'as vécu? Tu as réussi à n'avoir jamais aucune frustration, aucune... Alors, en fait, c'est vrai que j'en avais vraiment travaillé cet aspect-là avec Ronan Lafay, mon préparateur, pendant 2 ans. Et à l'idée de finalement que ce tour du monde, ça allait être que des imprévus et qu'il fallait y faire face. Et heureusement que j'avais, comme tu dis, positivé et travaillé cet aspect-là parce que dès le 2e jour des courses, il y a eu une grosse déconvenue et si j'avais pas eu cet état d'esprit, voilà, de positiver, je pense que ça aurait été très très dur. Alors là, il y a eu des moments durs, mais finalement assez peu, quoi. Et ça a été beaucoup de plaisir sur l'eau et ouais, une grosse intensité. Voilà, ouais, du plaisir, ouais. C'est quoi les ressorts sur lesquels tu t'es appuyé pour tous les jours te dire bon, je trouve une nouvelle motivation, quelque chose de... C'est quoi? C'est la remontada? C'est le fait d'avoir toujours
ou c'est juste vivre les choses au jour le jour? Bah, il y a plusieurs choses. Il y a déjà la chance inouïe de pouvoir être en course et voilà, de faire mon métier. Et ça, voilà, chaque jour, je remerciais mon partenaire et voilà, j'étais heureux de pouvoir être là et de régater, voilà, d'être en course tout simplement, quoi. C'était vivre ce rêve et je voulais pas le gâcher en fait, quoi. Et puis après, j'avais un bateau exceptionnel aussi qui était très très bien préparé. Bien construit, et du coup au fur et à mesure j'ai appris à le connaître et puis à le pousser de plus en plus pour pouvoir voilà, à le faire en sorte qu'il s'exprime. Et voilà, donc ça a été une énorme course poursuite. Donc voilà, il y a eu plein de moments hyper sympas et de revenir sur des bateaux au fur et à mesure, c'était plutôt chouette, quoi, et c'était motivant aussi. Et voilà, j'ai beaucoup aimé jouer avec les systèmes météo, essayer de trouver des trajectoires et voilà. Mais donc je me suis voilà, appuyé sur ça et puis surtout aussi sur le fait que, comme je disais, les courses sont faites beaucoup d'imprévus, d'inattendus et donc faut faire avec. C'est aussi la vie qui est comme ça et voilà. Et je crois que ça m'a rendu plus fort. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Armel, bonjour, félicitations. Le Vendée Globe, c'est une temporalité longue, c'est très particulier d'être tout seul en mer aussi longtemps. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience, de la longueur d'une telle course? Alors, c'est vrai que c'est une temporalité assez incroyable parce que je crois qu'il n'y a aucune course enfin, il n'y a pas d'autre course qui ressemble. Elle est unique avec cette durée, avec ces mers et ces paysages rencontrés, cette intensité, l'engagement qu'on y met. Et c'est vrai qu'il y a des fois, on se retrouve pendant peut-être 12 heures ou 6 heures, enfin, j'exagère un peu, mais à devoir réparer quelque chose et du coup mettre la course complètement entre parenthèses, quoi. Et ça arrive pas. C'est sur une transat, en général, on casse, on s'arrête ou voilà, on bricole un truc mais ça dure 1 heure ou 2. Mais là, il y a eu vraiment des phases et je pense que tout le monde a vécu ça et où la course s'arrête un moment, il faut bricoler, il faut remettre son bateau en état et voilà. Et cette temporalité, elle est assez hallucinante, je trouve, dans cette course, ouais. De ces moments de parenthèse en fait, quoi. Et puis on a le temps forcément aussi dans cette durée d'apprécier aussi les choses, apprécier l'univers qui nous entoure, voilà, cette nature sauvage et brute qui est juste magnifique, quoi. Et voilà, donc ça fait des moments aussi d'une vraie intensité, ouais. Quelles images, justement, fais-nous rêver, embarque-nous autour du monde. Quelles images fortes tu as en tête, là, du Grand Sud, de l'Atlantique? Ouais, alors là, juste, c'est marrant parce que finalement, c'est contradictoire avec ce que je disais avant, mais l'arrivée dans le golfe de Gascogne, là, hier, il y avait des grains à 50 nœuds et la mer était blanche, mais... et voilà, et c'est cette brutalité de la nature qu'il n'y a que en course qu'on arrive à trouver ces moments-là, en fait. Finalement, en croisière, où on se retrouve jamais dans ces conditions-là. Parce que c'est limite dangereux, où on n'a pas les bateaux pour, et puis on n'a pas du tout envie, quoi. Mais en course, on n'a pas le choix. Et finalement, on se retrouve à trouver des ressources pour ça et à faire face. Et ça, c'est un vrai cadeau, parce que voilà, quand vous avez une mer comme ça, démontée, blanche et avec des lumières de dingue. Voilà, et dans le sud, il y en a eu beaucoup aussi comme ça. Alors, pas avec autant d'intensité, mais voilà, moi j'étais vraiment frappé par les lumières qu'il y avait dans le sud. Voilà, le passage du Cap Horn, ça a été un moment aussi incroyable et voilà, qui restera à jamais. Je crois que c'est une course qui marque un homme, quoi. Ouais, tu disais tout à l'heure sur le bateau dans le chenal, tes premières interviews, tu disais que tu avais sûrement grandi. Tu étais changé, tu étais probablement quelqu'un d'autre. Alors, il faut un peu de recul, mais... Je ne sais pas encore qui, mais
Mais oui, oui, forcément, 80, enfin, ça laisse pas indemne, quoi. Hein. Se bagarrer comme ça pendant 84 jours avec autant d'envie, autant d'abnégation, autant d'engagement. Ouais, je pense que je ressortirai, je sais pas si c'est meilleur, mais différent, et en tout cas, ça va m'aider pour la suite. Armel, une nouvelle question. Maintenant, tu as parlé de bricolage tout à l'heure. L'état du bateau, comment est-ce que tu le ramènes? Dans quel état il est? Eh ben, le bateau, il est quasi intact en fait. J'ai fait un petit peu de renfort sur le début de course en composite, mais voilà, 3 fois rien. Et puis après, hormis ces problèmes de hook, mais ça c'est du périphérique et voilà, ça n'a rien à voir. Le bateau est intact et j'ai pu voilà, naviguer dessus. Alors pas à 100% tout le temps parce que voilà, une course faut aussi la finir et mon objectif c'était de terminer, donc je ménageais aussi mon bateau, mais voilà, je pense que c'est un bateau qui a un potentiel incroyable. C'est Sam, il a eu un coup de génie, un coup de crayon fabuleux et ça c'est ouais, je trouve une belle réussite. Et réussir à en aussi peu de temps mettre un bateau à l'eau, enfin l'imaginer, le mettre à l'eau, le préparer. Et puis finir cette course en 1 an, tout ça, je trouve que c'est plutôt chouette, quoi. Je pense qu'on a fait du bon boulot et on peut être fiers de nous. Armel, depuis que tu es parti, Donald Trump a définitivement perdu les élections américaines, mais ça c'est une bonne nouvelle. Mais on est confiné à 18 heures. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Voilà, le masque, tu l'as pas porté pendant 80 jours. Il n'y a plus de resto, il n'y a plus de cinéma. On va être bientôt... Alors, il y a eu un couvre-feu à 18h, mais on va être confiné pour toute la nuit et toute la journée. Ça ne te donne pas envie de repartir fissa en mer, mais cette fois-ci avec ta famille? Bah, c'est vrai que tu as ce sentiment de liberté quand tu es en mer, il est incroyable. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui naviguent, mais voilà, que ce soit en croisière ou autre, mais et je l'ai jamais ressenti aussi fort en fait sur les transats. Je crois qu'on n'a pas le temps ou j'étais peut-être pas assez mûr, je sais pas. Mais là, je trouvais que c'était chaque moment était intense à vivre et voilà, il y a cette communion avec la nature qui est très très forte sur une course comme ça. Et voilà où finalement on est réduit à l'essentiel, à se nourrir, à faire avancer un bateau et puis voilà avoir une vie au jour le jour, quoi. Et ça, c'était assez agréable à vivre, je dois le dire. Maintenant, je suis très content de revenir aussi, de pouvoir profiter de ma famille, ma femme, mes enfants, et d'essayer de faire je sais pas si on va pouvoir fêter ça, mais on verra. Oui, Armel, pour parler de ton bateau, parce que tu nous as dit que Sam avait eu un coup de crayon de génie, est-ce que cette année, ce Vendée Globe était, d'après toi, le Vendée Globe avec les conditions adaptées à des foilers de dernière génération, dont le tien ou est-ce que tu as pu sentir qu'à un moment, il s'est réellement exprimé à 100% et que c'était le bon bateau pour faire ce Vendée Globe-là? Bah, je crois que de toute façon, un Vendée, c'est une course de portant, de reaching à 80%. Donc, c'est une course enfin, ce bateau est vraiment fait pour cette course. Il est moins fait pour aller faire une transat au près, par exemple. Et voilà, je le déconseille. Mais sur cette phase de jeu où on est quand même poussé par le vent et la mer, voilà, le bateau est vraiment adapté. C'est un bateau qui est assez agréable, enfin qui est même très agréable à vivre. Et voilà, et je me suis bien entendu avec lui. On était assez copains et et il me l'a bien rendu parce que déjà j'arrive au bout, quoi. Et comme je disais, avec le bateau qui est intègre et je l'ai quand même malmené des fois dans des conditions assez dures, quoi. Mais oui, de toute façon, les foilers, on l'a bien vu. Voilà, dès que
dès que les conditions s'y prêtent, il y a quand même des écarts de vitesse incroyables. Et puis c'est une autre manière de naviguer. C'est tellement génial en même temps de pouvoir être au-dessus de l'eau comme ça et d'accéder à cette vitesse. Voilà, et je crois qu'on ne peut plus revenir en arrière. Parce que finalement, le temps des premiers a été assez lent sur le Tour du Monde. Oui. Et les foilers, bon, alors, bien qu'un peu handicapés pour les deux premiers, mais n'ont pas montré des réelles différences justement sur ce Tour du Monde. Parce qu'il n'y a pas eu... C'est bien la météo qui a fait la différence. Il y a eu beaucoup de portants VMG en fait, quoi. Et là, c'est vrai qu'au portant VMG, les foils, le foil a moins son mot à dire, mais ça peut évoluer. La jauge va évoluer, donc on pourra aussi mettre un peu plus de quêtes sur les bateaux, donc ça va aussi changer ça. Mais voilà, après, la météo a un peu dicté aussi la course là, donc. Ouais. Il n'y a pas de raison de remettre en cause le principe des grands foils de ce type de bateau, parce qu'on a vu des concurrents, comme Jean Le Cam, porter quelques critiques sur ce type de choix, justement. Ah oui, oui, mais après, peut-être que Jean, c'est pas son histoire non plus, tu vois, et il veut défendre sa philosophie, et voilà. Mais non, il n'y aura pas de retour en arrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, une dernière de ma part. De quoi tu es le plus fier sur ce Vendée Globe? De quoi, De quoi tu es le plus fier? Comme je disais, terminer, quoi. Terminer, voilà, d'avoir rempli ma mission. Et et puis... Ouais, je pense que c'était quand même une vraie gageure en si peu de temps de finir cette course. Être au départ, boucler la boucle. Moi, j'étais quand même assez agréable. Non, c'est pas surpris. De voir il y a un niveau d'engagement sur cette course qui est quand même dingue, quoi. Et moi, je le ressens et tout le monde l'a ressenti. Et j'étais c'est beau de voir finalement, moi j'avais tous les jours les vacations que me retransmettait l'équipe, donc je pouvais voir l'état d'esprit de chacun et de voir les galères de tout le monde et de voir que chacun a ses problèmes et va au bout, et c'est une belle philosophie, je trouve, et cette course elle imprime ça, quoi. C'est sa marque de fabrique, quoi. Et chacun se démène pour aller au bout, et c'est beau de voir ça. Et voir des petits bouts de femmes aussi qui se bagarrent avec nous. Et j'ai beaucoup échangé avec Clarisse, c'était sympa. On a été bord à bord pendant pas mal de temps. Et voilà, c'est impressionnant de voir. Ouais. Bon, bravo en tout cas, Armel. Ah non, il y a encore une question, pardon. Armel, tu as beaucoup parlé de ton bateau qu'il t'est fait pour cette course. Justement, est-ce que tu serais prêt à repartir dans 4 ans avec ce même bateau et justement plus de préparation et justement, pourquoi pas, jouer la gagne? Ah, mais c'est pas pourquoi pas, c'est pour jouer la gagne. Non, mais c'est sûr que là, maintenant j'ai une bonne vision de ce qu'il faut avoir et ce qu'il faut faire pour partir en étant prêt à 100%. Ouais, ça c'est clair. On a manqué un peu de temps, mais voilà, c'est un vrai projet compétitif dans 4 ans. Ouais, c'est forcément quelque chose qui me plairait. Avec le même bateau, ouais. Ouais. Parfait. Plus de questions? On va laisser Armel se reposer et manger. Ah, pardon. Un petit déj. Armel, c'est pas une question, c'est une phrase d'Aristote en ton honneur. Il a dit que dans le monde, il y avait 3 sortes d'êtres humains, les morts, les vivants et ceux qui vont sur la mer. Donc tu fais partie de ceux qui vont sur la mer, c'était des surhommes. Merci Armel de nous avoir fait vivre tout ça. Merci à toi. Merci à vous.